Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Véritable problème de santé publique au Congo. Troisième cause de mortalité dans le monde. Première cause d'handicap moteur permanent. Les AVC touchent beaucoup de personnes dans le monde et au Congo. Même si les personnes âgées sont plus à risque, les jeunes ne sont pas épargnés. Les moins de 45 ans représentent un pourcentage très important. Certaines études disent même qu'une personne sur 6 sera victime d'un AVC dans sa vie. Les conséquences sont lourdes. On compte beaucoup de décès et autant de séquelles lourdes. Effectivement, il est démontré aussi, en cas d'accident, si une personne est rapidement prise en charge par un médecin, le risque de lésions cérébrales irrémédiables sont moindres. Pour en parler, nous avons donc convié dans cette émission le docteur Paul Macaire Osunguié, neurologue, neurovasculaire au CHU de Brazzaville, maître assistant de neurologie à la faculté des sciences de Brazzaville. Le docteur Edgar Matali, neurologue, neurophysiologiste au CHU de Brazzaville. Pour co-présenter cette émission, j'ai à mes côtés Madame Viviane Litois. Bonjour Viviane. Bonjour Monsieur Bébéni, Patrice. Et donc, comme annoncé, nous allons démarrer ce sujet avec le docteur Edgar Matali. Vous êtes neurologue. Qu'est-ce qu'on entend par AVC? Et pourquoi parle-t-on d'un accident? Merci Viviane. On parle d'un accident. En fait, c'est un phénomène imprévu. Un phénomène imprévu qui arrive de façon soudaine. Avant de parler de l'AVC, la définition de l'AVC proprement dite, en fait, c'est une pathologie grave. Pathologie grave qui nécessite une prise en charge hospitalière dans un milieu spécialisé. Et pour nous, médecins, neurologues, c'est une urgence médicale. Alors vous dites une pathologie grave. Nous avons également sur le plateau le docteur Osunguié. Une pathologie grave. Vous voyez, c'est très technique, mais ceux qui sont dans les maisons, nous avons toutes les couches qui veulent comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un AVC. Merci Bibiane. Un AVC, comme mon collègue disait tout à l'heure, c'est une maladie qui survient au niveau des vaisseaux du cerveau. On appelle ça AVC, A pour accident parce que c'est un événement imprévisible, soudain. V parce que c'est des vaisseaux. Et C, c'est le cerveau. Et tout simplement, il y a deux façons de parler des AVC. On parle des AVC parce que c'est au pluriel. C'est soit un vaisseau qui se bouche, un vaisseau du cerveau qui est bouché par un caillot, soit c'est un vaisseau qui se déchire. Quand le vaisseau se bouche, nous parlons de l'AVC ischémique ou de l'infarctus. Et quand le vaisseau se déchire, donc il y a du sang dans le cerveau, on parle de l'AVC hémorragique. C'est grave parce que le cerveau, c'est un super organe, mais qui a un petit défaut. Il ne stocke pas sa nourriture. Donc le cerveau ne stocke ni l'oxygène, ni le glucose qui est apporté par le sang. Et donc tant que ça circule, le cerveau a de quoi se nourrir, le cerveau fonctionne. Dès que ça se bouche ou ça se déchire, les cellules qui ne sont plus nourries arrêtent de fonctionner. C'est pour ça que les signes sont brutaux. Et quand on ne fait rien, au bout de 6 heures, normalement, ces cellules meurent. C'est pour ça que le docteur Matali disait tout à l'heure que c'est une urgence médicale. Donc c'est une course, il faut aller vite. Alors dans nos recherches sur le thème, nous avons lu dans un document ceci, rapidement. Nous allons vous donner quelques statistiques. Chaque année en France, 130 000 personnes sont frappées par un accident vasculaire cérébral. Et parmi elles, 40 000 décèdent et 30 000 restent lourdement handicapés. On estime aussi que près de 20 000 victimes sur les 130 000 d'un AVC en moins de 50 ans. Et les accidents vasculaires cérébraux, AVC, frappent un nombre croissant d'adultes
de moins de 65 ans dans le monde, notamment dans les pays en développement. C'est le constat donc, de 2 études publiées par la revue médicale britannique The Lancet en octobre 2013. Et cette étude évalue à 16,9 millions le nombre d'AVC survenus à travers le monde en 2010. Donc nous revenons chez nous. Vous êtes des praticiens au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le docteur Matali, lui, il est également dans un centre de la place, un centre médical. Alors, quelle est la situation des AVC au Congo? Merci. C'est vrai que c'est une étude très très intéressante qui a été récemment publiée donc, dans le Lancet. Pour revenir un peu sur les statistiques françaises, 30 000, c'est le minimum. Quand vous voyez dans la majorité des études, on dit entre 130 et 150 000 AVC par an en France. Et tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que c'était la première cause du handicap acquis de l'adulte. C'est pour cela que vous avez vu, il y a près de 30 000 patients qui gardent des séquelles, avec près de 40 000 décès. C'est-à-dire que quand on prend uniquement des statistiques françaises, si on fait le pourcentage, on est en termes de mortalité entre 20 et 30% de mortalité. Ça veut dire que c'est une maladie qui reste grave, même en France, même en Occident, et qui reste mortelle. Au Congo, on n'a pas jusque-là pu faire des études à l'échelle nationale. On n'a pas d'études nationales jusque-là. On est en train de réfléchir pour mettre en place un système de registre dans la majorité des hôpitaux généraux où on reçoit ces malades pour pouvoir avoir une idée sur des statistiques nationales. Et donc ici, on est obligé de parler des statistiques hospitalières au niveau du CHU de Brazzaville parce que c'est à ce niveau où, pendant longtemps, on a eu le seul service de neurologie du pays. Donc la plupart de ces malades qui peuvent viennent dans ce service. On a remarqué, on a fait une étude où on a fait un peu le point entre 2006 et 2011. On a remarqué qu'on a eu une augmentation progressive de la fréquence de ces AVC et actuellement, 2012-2013, on est autour de 500 AVC par an au CHU avec une mortalité de 26%. Ce qui montre qu'on n'est pas très très loin des statistiques d'ailleurs. L'AVC, en sigle accident vasculaire cérébral, est une complication majeure du système nerveux central qui est très mortelle. Il s'agit d'un problème de santé publique parce que nous avons constaté que depuis l'année 2010, ces complications sont en fréquence croissante dans notre pays. Selon les relevés hospitaliers, il s'agit désormais de la première cause d'admission aux urgences du CHU de Brazzaville et pratiquement de la première cause de mortalité. Quand on ne peut pas dénombrer les décès à domicile, notamment les corps en dépôt qui passent directement au niveau des services mortuaires, évidemment, la situation est préoccupante. Et ceci est également valable au niveau de l'hôpital Arnaud-Cizé de Pointe-Noire, au niveau de l'hôpital général de Louandjili, bref, au niveau des hôpitaux généraux. C'est la raison pour laquelle, en termes de mortalité, il s'agit d'une affection qui tue. Et comme elle tue, il s'agit d'un problème très important de santé publique qui nous préoccupe beaucoup parce que cette affection est soit mortelle ou pour ceux qui restent ou qui récupèrent de cette affection, ils deviennent invalides. Et à partir de là, il s'agit donc d'une situation qui ampute la vie très tôt et qui aura une conséquence évidemment sur le plan socio-économique. Quelles sont les différentes causes, docteur Matali? Oui. Les différentes, parce que dans la cause, il faut voir 2 nuances. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux, et puis il y a ce que nous on appelle le mécanisme. Les facteurs de risque, c'est les facteurs qui concourent
à provoquer un AVC. Quel est le principal facteur de risque? C'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, peut-être qu'on reviendra, dans les AVC ischémiques, ce n'est pas une cause, mais c'est les facteurs, ça concourt à provoquer un AVC. Donc, il y a l'hypertension artérielle, qui sont les facteurs de risque des AVC ischémiques. Il y a le diabète, il y a les dyslipidémies, l'excès de graisse, il y a l'obésité, l'alcoolisme et le tabac. Bon, on peut ajouter la contraception orale chez la jeune femme, chez les femmes, mais ce qu'il faut retenir pour la population, c'est l'hypertension artérielle qui est une bête noire dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique. Donc pour nous médecins, il est conseillé à toute personne de se faire contrôler sa tension, même par son infirmier, son médecin de famille, absolument. Et l'hypertension artérielle, une fois déclarée, diagnostiquée par un médecin, il faut la soigner à vie, toute la vie. Docteur Matali, un accident vasculaire cérébral, comment se manifeste-t-il? Ce qu'il faut comprendre, chaque partie de notre organisme, de notre corps est représentée au niveau du cerveau. Donc le bras, le pied, c'est représenté au niveau du cerveau. Le fait de voir, je vous regarde, donc la vision est représentée au niveau du cerveau. Le fait de parler, de respirer, tout est représenté au niveau du cerveau. Lorsque, au niveau du cerveau, si l'AVC touche les vaisseaux qui s'occupent du langage, la personne ne parle plus. De façon brutale et soudaine. La personne ne parle plus, deux fois la personne n'a pas une paralysie. Lorsque les vaisseaux qui irriguent la partie qui s'occupe de la marche est paralysée, donc le bras et le pied, et bon, la personne est paralysée, la paralysie qu'on voit d'habitude là. Lorsque le vaisseau touché irrigue la partie qui s'occupe de la vision, la personne ne voit plus. C'est une personne qui brutalement ne voit plus. Donc tous ces signes se manifestent de façon brutale. Donc c'est nos enfants, nos parents, nos oncles. Maintenant le mode de début, bon, il n'y a pas un mode bien systématisé, sauf ça peut intervenir comme au repos ou en activité, en train de faire l'émission, en train de chanter, en train de manger, et brutalement, c'est une personne qui s'affaisse, qui présente les signes les plus courants, c'est les signes moteurs, enfin, c'est des paralysies, qui brutalement, ils présentent une paralysie. C'est cette personne qui, la nuit, vous avez causé avec la personne, et le lendemain matin, la personne ne se réveille pas. On toque la maison, on se rend compte, c'est une personne qui a affalé, qui n'arrive plus à parler et qui est paralysée. Et donc, comme le docteur Matali disait tout à l'heure, pour faire simple, un sujet qui est normal et qui brutalement présente un trouble de langage, un trouble de l'équilibre, une paralysie, des troubles sensitifs ou des troubles visuels qui prédominent d'un côté, doit consulter rapidement parce que ça fait évoquer un AVC. Comment vous arrivez à vous déterminer par rapport à un AVC ischémique ou un AVC hémorragique? C'est vrai que pendant longtemps, on a eu à raisonner sur les signes cliniques. Mais beaucoup d'études publiées ailleurs ont montré que quand on raisonnait sur les arguments cliniques, on se trompait sur un certain pourcentage, près de 30%. Et nous-mêmes, on a réalisé une étude sur place ici entre 2006 et 2011 pour voir quel a été l'apport du scanner dans la prise en charge. On a réalisé que avant le scanner, on se disait qu'on avait
15% des AVC hémorragiques et 85% des AVC ischémiques. Mais quand on a commencé à réaliser systématiquement le scanner, les pourcentages montrent qu'on a 31% des AVC hémorragiques et donc 69% des AVC ischémiques. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où on s'est quand même trompé, on a pris quelques AVC hémorragiques pour des AVC ischémiques, bon, parce qu'on n'avait pas de moyens d'aller jusqu'au bout. Pour dire qu'il n'y a que l'imagerie, donc le scanner ou l'IRM, qui permet de dire que c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. En dehors de l'imagerie, cliniquement, on ne peut plus se permettre de dire que c'est un AVC ischémique ou hémorragique. C'est donc le scanner ou l'IRM qui nous montre des images. Bon, l'IRM, en cycle, c'est imagerie par résonance magnétique. L'imagerie par résonance magnétique, c'est un appareil qui a comme un système d'aimant où on met le malade à l'intérieur. Ça permet de prendre des images en faisant comme des coupes au niveau du cerveau. Et à chaque coupe correspond une image. C'est comme ça permet de prendre des photos du cerveau. Quand on prend des photos, on peut voir ce qu'il y a dedans. Et ça nous permet de voir quel est le type d'anomalie, qu'est-ce qui se passe, et au niveau du cerveau, et au niveau des vaisseaux qui sont dans le cerveau. Donc quand on fait l'IRM, généralement c'est plus simple, on peut aller, on voit jusqu'au niveau des vaisseaux. Donc quand un vaisseau est bouché, on peut le voir. S'il y a une malformation au niveau d'un vaisseau qui a favorisé le saignement ou la rupture, on peut également voir avec l'IRM. Donc c'est le scanner amélioré. Oui, c'est le scanner amélioré. C'est le scanner amélioré, mais le scanner garde quand même sa place de la prise en charge. Et c'est quoi la particularité entre les deux? Bon, la particularité est que, d'abord, c'est le scanner amélioré. Le scanner, l'IRM, le scanner amélioré. Il y a certains AVC, les AVC en phase aiguë, dans les 3 premières heures, c'est-à-dire que quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral aigu. Si c'est ischémique, lorsqu'on fait le scanner, on ne voit pas de lésions. Lorsqu'on fait l'IRM, et on voit les lésions et ça nous permet de prendre des décisions rapidement. Alors, docteur Ossou, j'avais une préoccupation. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des 2 types d'AVC, ischémique et hémorragique. Alors, à vous entendre, je réalise que chez nous, les cas les plus fréquents, ce sont les AVC ischémiques, je pense. Parce que vous avez parlé de plus de 60%. Voilà, 69%. Mais à côté, nous avons des cas d'AVC hémorragiques. Alors, j'aimerais quand même, c'est des cas les plus graves, je pense, que vous nous dites un mot là-dessus. Ok, merci. Donc, les 2 types, je disais tantôt que l'AVC ischémique, c'est un vaisseau qui se bouche. À ce moment-là, ça dépend de la taille du vaisseau. Il arrive que ce soit un tout petit vaisseau qui donne un AVC ischémique qui mesure moins de 15 mm. Là, on appelle ça des lacunes. Il peut arriver que ce soit un gros vaisseau bouché qui, donc, détruit une bonne partie du cerveau. Là, c'est des AVC ischémiques qui sont un peu plus graves que nous appelons des AVC, des infarctus malins. Et quand un vaisseau se bouche, la destruction ne concerne que la partie nourrie par ce vaisseau. Alors que quand un vaisseau se déchire, le sang qui sort n'a pas de limite. Donc, le saignement peut être beaucoup plus important. C'est ce qui fait la gravité de l'AVC hémorragique. Souvent, dans la plupart des cas, le type le plus mortel, c'est les AVC hémorragiques, parce que quand ça saigne, vous savez que le cerveau est dans une boîte crânienne qui est inextensible, donc il ne peut pas grossir. Si c'était dans un ballon gonflable, quand on a une hémorragie, c'est un volume qui s'ajoute, le ballon aussi devait augmenter de volume. Or, comme l'os du crâne ne peut pas augmenter de volume, ce saignement qui s'ajoute ajoute un volume qui comprime les structures vitales au niveau du cerveau, et c'est ça qui entraîne rapidement un coma et souvent la mortalité. Comme on dit, souvent on entend que Betingan était à Boutou. C'est une expression qu'on entend couramment. Vous savez, c'est la même chose. Souvent les enfants qui font l'énurésie,
qui urinent au lit. Ils vont vous dire qu'ils étaient en train de rêver, qu'ils étaient dans les toilettes en train d'uriner. Et effectivement, ils ont uriné au lit. Donc la coïncidence avec cette impression d'avoir peut-être un rêve qu'on a tapé dessus, c'est que dans certains AVC hémorragiques, vous avez comme signe les céphalées. Et c'est des céphalées intenses, d'emblée maximales. Et donc ces céphalées peuvent coïncider avec un rêve où on a l'impression qu'on a eu quelque chose sur la tête, mais c'est parce qu'on a eu mal à la tête qu'on a eu ça. Ça vous réveille. Et généralement, ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on a tapé sur la tête. Le docteur Matali vous disait tout à l'heure que notre ennemi numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Dans la majorité de cas, c'est des gens hypertendus qui s'ignoraient ou qui ne prenaient pas correctement leur traitement, qui finissent par avoir ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que l'hypertension, c'est comme la pression que nous avons dans la tuyauterie que nous avons à la maison, la SNDE. Vous voyez, quand la pression est importante, la seule différence, c'est que ce que nous avons comme tuyauterie à la maison, c'est rigide, ça ne bouge pas. Alors que les vaisseaux des parois sont élastiques. Quand la pression augmente, le vaisseau se distend. Et donc, plus la pression est importante, il y a certains vaisseaux qui étaient déjà fragilisés par une pression artérielle qui est restée longtemps. Et c'est des petits vaisseaux qui ne supportent pas une élévation de la pression artérielle. Et donc, brutalement, ça se rend. Et ça donne ce genre de signe. Et puis, ces vaisseaux qui se rendent, comme dit le docteur Rousseau, c'est souvent au niveau profond. Ces petits vaisseaux-là, ce n'est pas superficiel, mais c'est profond. Les structures vitales, ces structures-là aussi sont au niveau profond. Lorsque ça se rend et ça rentre, au niveau, ce que nous on appelle les ventricules. Ça rentre dans les ventricules et le malade, il rentre dans le coma. Et puis après, bon, c'est le décès qui s'ensuit et puis ça fait la gravité de la maladie. Finalement, quelles sont les conséquences de cette lourde pathologie alarmante AVC? Les conséquences, c'est un peu comme a dit le docteur Rousseau, comme on a développé. D'abord, il y a le saignement, c'est grave. Et le saignement, ça comprime les structures au niveau du cerveau. Ce saignement rentre dans les ventricules, ça inonde les ventricules, ça inonde les méninges, ça crée ce que nous on appelle un œdème cérébral. Lorsqu'il y a un œdème cérébral, la inondation ventriculaire, et c'est le décès qui s'ensuit. Parce qu'au niveau du cerveau, l'être humain a ce qu'on appelle, il y a une petite structure comme ça qui s'appelle le tronc cérébral, qui est petit comme ce doigt-là. Et le tronc cérébral, c'est ça qui porte notre vie. En fait, tous on est là parce que le tronc cérébral est bon. Lorsqu'on a un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique, donc dû à un caillot qui s'est bouché, ou hémorragique, dès que ça touche le tronc cérébral, ça donne des troubles neurovégétatifs, au fait, ça entraîne la mort. Donc, ce qui fait que l'accident vasculaire cérébral reste une pathologie grave et mortelle. Docteur, quel est le traitement curatif? Est-ce qu'il y a un traitement? Merci. Avant d'aller au traitement curatif, personnellement, je préfère qu'on commence par la prévention, parce que c'est là le nœud du problème. On a vu que quel que soit le coin du monde, les AVC restent une pathologie grave et mortelle. Tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit, il y a certaines études qui montrent que c'est même la deuxième cause de mortalité dans certains pays industrialisés. Ça veut dire que quand on a déjà fait un AVC, ça reste grave. Alors qu'avec une bonne prévention, on peut réduire le risque de faire un AVC. Et cette bonne prévention passe par l'action sur des facteurs de risque vasculaires. Il y a une grande étude qui a montré que quand on réduit de façon efficace la pression artérielle chez les hypertendus, on prévient la survenue des AVC hémorragiques de 80%. C'est-à-dire que dans 80%, on évite la survenue des AVC hémorragiques. C'est quelque chose de bien, d'intéressant, sur lequel, à mon avis,
on doit insister. Donc, il faut que les gens contrôlent régulièrement leur pression artérielle et quand ils sont hypertendus, ils doivent prendre le traitement à vie. Pourquoi? Parce que entre le traitement de l'hypertension et l'hypertension, c'est comme les deux bras d'une balance. Tant que vous prenez le traitement, la tension se stabilise. Et souvent, des gens, quand on contrôle la tension à ce moment-là, ils réalisent que leur tension se normalise, ils arrêtent le traitement. Or, quand ils arrêtent, la tension va remonter avec toutes les conséquences. Ici, nous parlons que d'une conséquence grave de l'hypertension. Mais permettez-moi de profiter de cette occasion de dire que l'hypertension ne touche pas seulement le cerveau, mais il s'intéresse aux organes nobles, parmi lesquels il y a le cœur. Donc, une hypertension mal traitée va entraîner une insuffisance cardiaque et même entraîner la même chose qu'on a vu, donc l'AVC ischémique, mais au niveau du cœur. Souvent, on confond quelqu'un qui fait une mort subite, qui n'a pas eu le temps de développer une paralysie, d'entrer dans le coma, on dit qu'il était bien, il est tombé, il est décédé, c'est rarement le cerveau. Mais c'est le même type d'accident, mais au niveau des vaisseaux du cœur, et donc qui arrête brutalement le cœur. C'est ce qu'on appelle les infarctus du myocarde. Donc l'hypertension peut également entraîner ça. L'hypertension peut avoir des retentissements sur le rein et donc entraîner une insuffisance rénale, vous savez, qui va nécessiter la dialyse en permanence, alors que si on prenait en charge correctement son hypertension, on n'arriverait pas là. Et donc je reviens sur les AVC, c'est une parenthèse, pour combattre notre ennemi numéro 1, qui est l'hypertension artérielle. Et donc l'action sur les autres facteurs de risque, donc le diabète, l'augmentation du mauvais cholestérol, donc les graisses, l'exercice physique, tout ça, c'est des actions à faire pour pouvoir éviter l'accident vasculaire cérébral. Il arrive que malgré cette bonne prévention, qu'il y ait quand même des AVC qui surviennent, à ce moment-là, nous, on va s'occuper de ce qu'on appelle le traitement. En termes de prise en charge, les AVC ne signifient plus accidents vasculaires cérébraux, mais ça veut dire agir vite pour le cerveau. C'est ça la définition qu'on donne à l'AVC en termes de prise en charge. Agir vite pour le cerveau. Et pour agir vite, il y a des éléments essentiels. Le premier élément que nous n'avons pas encore, je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, les gens sont en train de plancher sur la question, c'est le transport des malades du lieu de leur domicile à la structure spécialisée. Ça doit être assez coordonné. Aujourd'hui, on voit le mec qui fait son AVC, c'est obligé d'attendre quelqu'un pour venir le chercher, le déplacement assez... Donc je pense que, voilà, je pense que il y a une réflexion en ce moment sur le système de SAMU pour le transport de ce genre de choses. Le deuxième maillon de la prise en charge, nous remercions nos autorités pour nous avoir accordé ce grand instrument qu'on appelle une unité neurovasculaire. L'unité neurovasculaire, voilà, qui vient d'être inaugurée, qui, en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, francophone subsaharienne, le Congo est le premier pays à mettre en place une telle structure. Donc c'est quelque chose pour lequel on peut s'en féliciter. L'unité neurovasculaire, c'est une unité avec des équipements qui nous permet de surveiller très régulièrement, très précisément les différents paramètres des malades et d'agir aussitôt. Je prends un exemple très simple. Dans les services qui ne sont pas des unités neurovasculaires, on peut dire qu'on prélève la tension du malade le matin et le soir. Mais entre deux, on ne sait pas. Si le malade a augmenté sa pression artérielle à tel chiffre, on ne sait pas. Alors que dans une unité neurovasculaire, le malade garde son brassard à la main, ça se gonfle toutes les 15 minutes, donc l'infirmière n'a pas besoin d'aller gonfler, ça se gonfle automatiquement, et l'infirmière a un écran qui tout de suite peut voir que la tension du malade a augmenté à tel chiffre, il faut mettre telle chose. Et rien qu'en fonction de ça, il arrive que les malades soient bien pris en charge. Donc ça, c'est le deuxième maillon. Et l'unité neurovasculaire, c'est une unité, mais actuellement, dans la prise en charge des AVC, c'est considéré comme un traitement. Parce que rien que le fait d'être hospitalisé dans cette unité, on diminue le taux de mortalité. Donc il y a certains malades qui
s'ils étaient hospitalisés dans un autre service normal de neurologie, pouvaient décéder. Et le fait d'être dans cette unité, avec cette surveillance, on arrive à les récupérer. Mais on a vu qu'en Occident, ces unités existent depuis, en France, c'est dans les débuts de l'année 2000 qu'on a commencé à mettre ces unités, mais la mortalité reste élevée. Donc l'unité neurovasculaire, ça ne veut pas dire que la mortalité vient à zéro, qu'il n'y a plus de décès, mais il y a au moins certains cas qui pouvaient mourir s'ils n'étaient pas dans cette unité, qu'on arrive à rattraper. Et donc, pour revenir sur ce que le docteur Matali disait, quand on fait un AVC ischémique, il y a un seul traitement qui est curatif. Ce traitement, on appelle ça les thrombolytiques. La thrombolyse, le premier préalable pour faire la thrombolyse, il faut avoir une unité neurovasculaire. Nous l'avons. Le deuxième, en ce moment, nos autorités sont en train de réfléchir là-dessus pour nous appuyer encore dans ce sens, c'était le coût de ce médicament. C'est un médicament qui coûte excessivement cher, qui a autour de 650 000 francs CFA le flacon. Et pour un adulte de plus de 50 kg, il faut 2 flacons. Vous voyez que l'accessibilité, ce n'est pas très facile pour le Congolais moyen. Donc, il faut des subventions. Et il y a des réflexions autour pour qu'il y ait une accessibilité aux malades à ce traitement curatif. Ça, c'est pour l'AVC ischémique. Maintenant, dans les 2 cas des AVC, la prise en charge dans l'unité neurovasculaire, ça permet de régler certaines choses qui peuvent aggraver, comme l'augmentation de la pression artérielle, donc l'hypertension, l'augmentation ou la diminution de la glycémie, donc une hyperglycémie ou une hypoglycémie, la survenue d'une fièvre, l'œdème cérébral. Tout ça, ça permet de bien coordonner les choses pour la prise en charge de ces éléments, que ce soit ischémique ou hémorragique. Maintenant, dans quelques rares cas, ces malades qui ont un œdème important ou bien qui ont des hémorragies dans certaines parties particulières du cerveau, ça peut nécessiter une chirurgie. Mais ce n'est pas dans tous les cas où on doit opérer, parce que dans la majorité des cas, la chirurgie est même délétère. Ce qui n'est pas encore possible. Non, c'est possible, on a un neurochirurgien, quand on a des indications, ça peut se faire. Maintenant, pour faire cette thrombolyse, on a vu tout à l'heure qu'on ne peut pas savoir si c'est un AVC ischémique ou hémorragique sans imagerie. Donc, dès que le malade arrive à l'hôpital, dans une structure spécialisée, dans un hôpital, la première chose, c'est de lui faire un scanner sans délai, donc en urgence. Ailleurs, il y a même une filière AVC. Comment ça se présente? Aujourd'hui, avec l'unité neurovasculaire, nous avons des gardes de neurologues à l'hôpital. Donc, les neurologues sont disponibles. On est peu nombreux, mais on a formé quelques médecins généralistes qui sont avec nous dans le service pour faire le tour de garde. Quand ils sont en difficulté, ils nous appellent. Ça veut dire, ailleurs, comment ça se passe? C'est le neurologue qui est de garde à un numéro, un bip. Quand quelqu'un fait un AVC quelque part, il est appelé. Et lui sensibilise le radiologue pour dire que j'ai un AVC qui peut arriver dans 10 minutes, dans 15 minutes. Ça permet au radiologue de ne pas mettre dans le scanner quelqu'un qui vient pour un scanner du genou, qui peut attendre quelque temps, ou un scanner qui n'est pas urgent. Le radiologue bloque la machine parce qu'il y a un malade qui arrive. Dès que le malade arrive, le neurologue est en train de l'examiner pendant qu'il le pousse au scanner pour gagner le temps. Il y a un scanner qui est fait et tout de suite, et le neurologue et le radiologue, ils voient l'image. Si c'est un AVC hémorragique, on l'amène dans l'unité neurovasculaire, on met tout ce qu'il y a comme traitement. Si c'est un AVC ischémique, on déclenche donc la procédure pour faire ce qu'on appelle la thrombolyse. Si le malade est arrivé dans les 4h30. Bon, l'intérêt de la thrombolyse, lorsqu'on dit sur le terme du point de vue pratique, c'est cette personne qui a fait un accident vasculaire cérébral que nous avons diagnostiqué comme ischémique, qu'on arrive à rattraper dans les 3 premières heures. Et dès qu'on commence la thrombolyse, le médicament RTPA, le malade qui était paralysé, qui arrivait à l'hôpital paralysé, un déficit, enfin, le bras et le pied, qui n'arrivait pas à parler, dès qu'on commence le traitement, à la fin du traitement, il marchera comme vous et moi. Donc, c'est ce que vous appelez médicalement rattraper. Rattraper le malade.
Bon, c'est vrai que ça dépend des statistiques. Il y en a qui récupèrent très rapidement, il y en a qui récupèrent quelques jours avant. Mais le principe, c'est que plus tôt c'est fait, mieux c'est. La thrombolyse, c'est quoi? Pour être simple, c'est un médicament qui permet de détruire le caillot qui a bouché le cerveau. On a vu que quand le caillot bouche un vaisseau, les cellules arrêtent de fonctionner parce qu'elles ne sont pas nourries. Et donc la personne est paralysée ou perd le langage, ainsi de suite. Mais ces cellules sont encore viables. C'est-à-dire que si on débouche, ils ont leur nourriture, ils reprennent la fonction. Ce qui n'était pas possible hier, hein? Oui. Il faut le dire aussi. Voilà. Et c'est possible grâce à cette unité de Oui, neurovasculaire. grâce à l'unité, aujourd'hui on peut faire des thrombolyses. Tout ce qui nous reste, c'est la disponibilité du médicament. Et donc, quand on débouche, ces cellules qui avaient arrêté de fonctionner reçoivent leur nourriture, reprennent la fonction. Donc la personne récupère. Mais au-delà de 4h30, ces cellules sont mortes. C'est-à-dire qu'au plus on retarde, plus il y a une partie des cellules qui meurent, plus la récupération devient faible. Et donc, au-delà de 4h30, même si vous débouchez, il n'y aura plus d'effet. Il y a même un risque que ça se transforme en hémorragie, parce que pour détruire ce caillot, il faut fluidifier le sang de façon importante. Et le sang qui devient très fluide, si la partie ramollie est déjà détruite, ça peut se transformer en saignement. Moi, je voudrais revenir sur l'AVC ischémique. Les médecins disent que l'AVC ischémique, la solution, c'est l'aspirine. Est-ce que vous le confirmez, vous l'affirmez? Oui, très bien. Ça, c'est une très, très belle question et une question très intéressante. Parce qu'on a eu quelques difficultés avec les malades quand on ne leur explique pas ce qu'il faut. Ça veut dire qu'après les 4h30, où on a une indication de la thrombolyse, tous les malades qui arrivent au-delà de 4h30, on ne peut plus mettre ce médicament thrombolytique. Quel que soit le coin du monde où vous allez vous retrouver, le médicament le plus efficace, c'est l'aspégique nourrisson, entre 100 et 300 mg. Oui, entre 100 et 300 mg, c'est quel que soit le coin du monde que vous allez vous retrouver, en France, aux États-Unis, partout, vous avez fait un AVC. Au-delà des 4h30, le traitement le plus efficace, c'est l'aspirine. Et même quand on a fait la thrombolyse, à 24 heures, on refait un scanner pour voir si vous avez saigné ou pas, parce que c'est un effet indésirable du médicament. Si vous n'avez pas saigné, on met en route ce traitement de l'aspirine, qui, souvent, quand on achète, on voit nourrisson, et les gens hésitent, je suis un adulte, pourquoi on me donne l'aspégique de nourrisson? Cette dose-là, chez l'adulte, ce n'est pas pour la fièvre, ce n'est pas pour la douleur, mais c'est anti-agrégant plaquettaire. Donc, ça permet de fluidifier le sang. Et à ce moment-là, le traitement va permettre de faire ce qu'on appelle la prévention secondaire. Éviter que la personne refasse un autre AVC. C'est ça le but de l'aspirine. Après les trois premières heures, il n'y a plus rien à faire pour récupérer les cellules qui sont mortes. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire que la prévention. La prévention secondaire, ça se fait avec de l'aspirine. J'ai un cousin qui prend ça tous les matins. Est-ce que c'est conseillé? Lui, c'est... En fait, il en a fait une habitude. Hein. Il prend ça tous les matins avant d'aller au travail. On voit des gens qui, par peur, prennent de l'aspirine comme ça en prévention. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas indiqué. Même si on est hyper tendu. Tant qu'on n'a pas de complications, on n'a pas de raison de prendre l'aspégique tout le temps. Parce qu'on a vu que l'aspégique, ça fluidifie le sang. C'est un anti-agrégant plaquettaire. Si vous êtes hyper tendu, vous ne contrôlez pas votre tension, mais vous fluidifiez votre sang, vous allez finir par faire un AVC hémorragique. Voilà. Ça veut dire qu'en prévention primaire, l'aspégique n'a pas d'intérêt. Et dans le traitement, dans la prévention secondaire, donc pour éviter que le malade refasse son AVC, s'il était diabétique, il faut un traitement du diabète. S'il était hypertendu, parfois d'autres personnes n'étaient même pas hypertendues, on met des petites doses du traitement contre la tension pour éviter que les chiffres tensionnels s'élèvent et que la tension soit très basse. Et souvent, on ajoute un médicament pour le mauvais cholestérol que nous appelons les statines. Ça, c'est le traitement qu'on appelle la prévention secondaire pour éviter qu'une personne refasse un AVC ischémique. Mais quand on fait une hémorragie, on ne prescrit pas l'aspirine.
Bon, je pense qu'au niveau de la République du Congo, des efforts importants ont été faits face à l'ampleur de ce fléau. Je peux dire que depuis le début des années 2010, nous avons donc mis en place un système qui permette une réponse à cette situation préoccupante. Et concrétisé par le fait que nous avons abrité à Brazzaville, en 2011 et en 2012, une conférence ministérielle au niveau du siège de l'OMS et qui a eu à adopter une déclaration appelée Déclaration de Brazzaville sur les maladies non transmissibles. Vous savez, parmi les maladies non transmissibles, il y a donc les maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires chroniques, l'hypertension, le diabète et bien d'autres. Ce qui fait que ces maladies non transmissibles ont souvent pour conséquence des complications cardiovasculaires dans l'accident vasculaire cérébral. Et dans un second temps, nous avons mis en place un plan national intégré de lutte contre les maladies non transmissibles. Il s'agit du plan 2012-2016. Ce plan est configuré au plan national de développement et ce plan reprend plusieurs rubriques qui permettent de lutter contre les maladies non transmissibles. Et vous savez que de plus en plus en dehors des AVC, nous avons des accidents de voie publique. Ce sont les deux principales causes d'hospitalisation dans nos hôpitaux. Et à partir de là, cette situation nous a préoccupés pour que nous ayons cela. De plus, nous avons également élaboré ce qu'on appelle un plan sectoriel de lutte contre les accidents vasculaires cérébrales. Tous ces documents sont disponibles, ont été adoptés de façon officielle. Et ce plan, c'est un plan 2012-2016. Qu'est-ce qui reprend dans les grandes lignes, ce plan? Il reprend premièrement la nécessité pour nous, les pays à ressources limitées, de beaucoup agir sur la promotion de la santé et sur la prévention. Parce que nous n'avons pas assez de moyens. Ce que vous faites ici, c'est déjà une action de promotion de santé. Puisque vous faites connaître aux gens ce que c'est l'accident vasculaire cérébral, quels sont les facteurs qui peuvent déclencher l'accident vasculaire cérébral. Et à partir de là, l'action en amont sur les facteurs déclenchants peut réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. J'explique. Pousser le sujet congolais à bouger, à faire l'exercice physique. Ce sont des choses où il y avait 5 ans, c'était rare. Maintenant, on est très heureux de voir de nombreux compatriotes samedi matin ou dimanche en train de faire un peu de gymnastique, de marcher, de faire l'effort selon ce qu'on peut. Demander à nos enfants et à la population de manger moins de sel, ça expose moins au risque de faire des accidents vasculaires cérébraux parce que ça réduit le risque d'hypertension artérielle ou si l'hypertension existe, ça empêche qu'elle progresse fort pour aller vers l'AVC. Lorsque nous demandons aux gens de consommer moins de graisse, ça fait partie de cela. Les graisses alimentaires sont des graisses terribles parce qu'elles entraînent des surcharges de cholestérol et autres. Ça peut favoriser le terrain de l'accident vasculaire cérébral. De demander aux enfants jeunes de ne pas consommer des boissons trop sucrées, des aliments trop sucrés qui contiennent du ketchup, des mayonnaises, parce que cela peut augmenter le taux de sucre et faire que les gens déclenchent très tôt le diabète, si éventuellement les facteurs génétiques y prédisposaient, développent le diabète. Et le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux premières causes de l'accident vasculaire cérébral au Congo. La lutte contre le poids, l'obésité. Il s'agit de mesures de promotion de santé. Maintenant, dans la prévention, lorsque l'hypertension artérielle est installée, il faut la dépister. Lorsque le diabète est installé, il faut le dépister. Lorsque la surcharge de poids est installée, il faut la dépister. Si le tabac entraînait des dégâts, si on n'a pas pu empêcher aux gens de fumer, on peut dépister les conséquences précoces du diabète. À partir de là, l'action va porter sur le dépistage de ces facteurs de façon précoce. Une fois ces facteurs sont dépistés, mais il faut prévenir les complications que ces facteurs peuvent engendrer. Ça veut dire qu'il faut mettre disponible la prise en charge systématique de ces patients. Nous avons fait des opérations de dépistage systématique de l'hypertension artérielle, du diabète à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Nous avons poursuivi cette activité toute l'année. Nous avons entrepris un programme de dépistage systématique des maladies en milieu scolaire depuis 2011. Ce programme permet de dépister non seulement l'hypertension artérielle chez l'enfant, dépister la prise de poids précoce chez l'enfant, mais dépister également un taux de sucre élevé à travers l'analyse des tiges d'urine. Donc, ce sont des actions de prévention parce qu'on dépiste pour prendre en charge précocement et régulièrement les patients. Et en même temps, on continuera à éduquer pour dire attention, quand on a une hypertension artérielle, quand on a le diabète, il faut suivre un traitement régulier, un suivi régulier. C'est pour ça que nous avons installé dans le cadre de ce plan, au niveau des centres de santé pilotes, des centres de santé intégrés capables de dépister et de prendre en charge le diabète. Et on assure toute la République. Vous avez vu dans le cas de la drépanocytose, elle entraîne également des AVC. Avec l'appui de la Fondation Congo Assistance, des précautions sont prises pour qu'on dépiste tôt la drépanocytose et qu'on la prenne en charge. Tout cela contribue à réduire
le risque de développer des AVC. Je n'ai pas dit à supprimer, parce que ces mesures, malgré ce qu'elles soient prises, il peut quand même avoir le risque de développement de l'AVC. Sur le plan curatif, grâce à l'action du président de la République, il a été construit au CHU de Brazzaville des unités neurovasculaires. Ces unités neurovasculaires ont été construites, c'est visible au premier étage du CHU de Brazzaville, et comprennent des structures d'urgence de prise en charge des patients qui viennent en situation chaude, des structures semi-humides qu'on appelle, et des structures tièdes pour la rééducation. Je crois que vous avez pu interpréter le professeur Bileko qui vous a dit quel est l'apport de l'aspect de la rééducation, de la prise en charge d'un patient qui a survécu de l'accident vasculaire cérébral. En plus, ces unités sont connectées à la scanographie, puisque le CHU dispose de 2 types de scanners. Ces unités ont pour but, si le patient atteint d'accident vasculaire cérébral arrive dans les temps, on peut rapidement le prendre en charge pour lui éviter des complications ou de garder des handicaps. Et à l'hôpital général de Louandjili, la construction de ces unités a également démarré. Et que nous avons également procédé en 2012, fin 2012 et 2013, sur le plan de la prise en charge, la formation de tous les médecins des CS, donc des soins sanitaires, des hôpitaux de base, sur les AVC. Des équipes sont parties, ont formé à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire, à Owando, donc de façon groupée, tous les médecins qui provenaient des CS du Congo, pour qu'ils aient de la compétence pour prévenir l'AVC, pour prendre en charge l'AVC quand il est installé, et pour connaître quels sont les algorithmes qui leur permettent de transférer un patient en situation délicate atteint d'AVC. Donc, il s'agit d'un programme qui est important. Je ne peux pas tout dérouler ici, mais ce programme a encore des insuffisances, certes, puisqu'il faut le renforcer, mais nous insistons sur le premier volet, qui est le volet donc préventif et le volet de promotion de santé. Mais il faut voir que sur le plan curatif, des efforts ont été faits, parce que ces unités neurovasculaires sont très belles, et les gens sont formés, ils vont encore être formés, pour permettre à ce que, si le patient, malgré toutes les précautions prises, développe un accident vasculaire cérébral, nous soyons en mesure de lui assurer une prise en charge au niveau des hôpitaux. Ce qui va manquer, pour lesquels nous attelons, c'est créer des systèmes d'assistance médicalisée d'urgence, donc du SAMU. Et ça va être fait, en tout cas les termes de référence sont prêts. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de créer un système qui puisse permettre à ce que le patient soit pris en charge tôt, soit transporté dans des bonnes conditions, avec des soins de premier niveau faits avant qu'on l'amène vers l'hôpital. Parce que ce que nous constatons, c'est que lorsque quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, on le prend, parfois il est plié, on le met dans un taxi, et quand il est plié, il peut être étouffé. Si la position de transport n'est pas confortable, il arrive à une situation qui est dramatique dans l'hôpital, et à partir de là, les chances de succès de la prise en charge peuvent être anéanties. C'est la raison pour laquelle ce système est important, parce que pour prendre en charge, pour potentialiser le succès de la prise en charge de l'AVC, on ne pourra jamais le faire si on n'organise pas un système d'assistance médicale d'urgence. Le ministère de la Santé a déjà fait des progrès, parce que vous allez voir, dans la ville, il y a des ambulances qui ont été remises au centre de santé. Ces ambulances peuvent déjà commencer à assurer le minimum avant l'organisation du système d'assistance médicalisée d'urgence. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission. Nous vous signalons que cette émission s'articule en 2 parties. La première partie a traité la définition et la connaissance de la maladie, et la deuxième partie, c'est la prise en charge de la maladie. Et nous vous disons donc merci à nos invités, merci à tous les intervenants dans cette émission, et merci aussi aux téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils portent à notre émission. Et nous nous disons au revoir, à bientôt pour la prochaine émission de Carrefour.